Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire de l'exploit de kernel. Alors, cette vidéo s'adresse à qui? Elle s'adresse à ceux qui ont déjà fait de l'exploit de kernel, donc ça c'est idéal. Ou bien à ceux qui ont déjà beaucoup de concepts de bas niveau en tête, notamment la structure d'un process, à quoi ressemble à peu près votre kernel, etc. L'idéal c'est vraiment que vous ayez déjà touché un peu à l'exploit de kernel, même basique, pour apprécier pleinement cette vidéo. Sinon, quel que soit votre niveau, c'est toujours intéressant, mais il y a forcément des points que vous n'allez pas comprendre. Notamment, si vous captez assez bien le concept d'adressage virtuel, structure d'un process, c'est des prérequis, je pense, importants. Si vous débutez et que vous connaissez vraiment rien, je vous conseille un site que je suis en train de dev. Donc, pour l'instant, j'ai dev que l'introduction qui est destinée juste aux débutants. Bon, même pas aux débutants, à ceux qui vraiment connaissent rien au kernel. Je vous conseille notamment la section sur les liens. On retrouve notamment deux bouquins qui sont pas mal. Understanding the Linux Kernel, donc, qui est un bouquin qui va en fait se charger surtout de commenter le code source de Linux pour vous expliquer à peu près comment ça marche. C'est vraiment cool. Et Linux Kernel Development, qui lui va plutôt se centrer sur le dev, mais c'est une approche différente, mais tout aussi intéressante. Du coup, il y a plein d'autres ressources intéressantes, que ça soit du frac pour du kernel exploit, etc. Il y en a beaucoup. Donc, jetez-y un coup d'œil, je mettrai le site dans la description. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de manière simple? On va essayer, donc on est sur une machine virtuelle Debian 10 en 4.x, dans un kernel 4.x. Et ce qu'on va essayer, c'est de, en exploitant la device vuln1, on va essayer de lire flag. Donc, quand on essaie de le cat, on n'a pas le droit. Et donc ça va être finalement notre but. Donc rapidement, une device, si vous savez pas ce que c'est simplement avec l'interface /dev, ça va nous permettre en fait d'interagir avec des programmes qui run en kernel land. Donc rapidement, je peux montrer un petit schéma, toujours sympathique. Non, voilà. Avec chaque process qui a son adresse space qui lui est propre, et le kernel dont les pages sont partagées entre chacun des processus. Et ce qui se passe, c'est que du coup, notre device, elle se trouve en kernel land. Et ce qu'on va faire, c'est que notre processus, il va réussir, notamment avec certains syscalls comme read, write, input output control, etc., etc. Ça va lui permettre d'envoyer ou de lire ou d'interagir en fait avec le programme qui run en kernel land et potentiellement de l'exploiter. Donc forcément, ce que c'est du pawn. Du coup, on est sur un payload, enfin sur la structure d'un programme qui va du coup ouvrir /dev /vuln1, donc j'ai déjà un peu dev le truc. Au niveau du source, cette device, elle ressemble à ça. Il va register chacun des handlers suivant leurs actions, c'est-à-dire que à chaque fois que la device va être ouverte, il va call le handler vuln open, etc., jusqu'au vuln1 write. Pourquoi il est intéressant le vuln1 write? Parce que c'est lui qui est vulnérable réellement. C'est-à-dire qu'en fait, il va prendre du coup un pointeur vers le buffer en userland, et aussi ce qu'il veut écrire, mais ça il va pas en prendre compte. Et il va se dire, bon alors moi je vais cast le pointeur que tu donnes en argument dans un pointeur vers une structure wrstruct, qui est une structure en fait qui prend comme premier field un inside long, c'est-à-dire la taille sur 8 octets, et un pointeur vers un inside car, enfin, ou vers des inside car, qui est en fait aussi un field sur 8 octets. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va check la length, il va check qu'elle soit plus grande que length max, oui, qui est en fait la taille du buffer qui est alloué dans la stack frame de vuln1 write.
Si elle est plus grande, il va return -1, donc c'est pour prevent les buffer overflow. Et après, il fait arbitrairement une initialisation du pointeur vers la structure wrstruct à nul. Et comme vous vous en doutez, cette initialisation va mener à, dès le prochain accès, à un null pointer des références. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer d'accéder à ce qui est pointé à arc P en fait, et du coup c'est-à-dire à 0, à nul, plus l'offset, qui est tout simplement plutôt l'offset dans la structure de length, c'est-à-dire plus 0. Donc en fait, il va essayer d'accéder à ce qui est pointé à 0 plus 0. Et du coup, étant donné que théoriquement rien n'est pointé à 0, bah, il va crash. Donc ça, c'est ce qui va se passer. Et après, sinon, il aurait dû boucler à travers la taille pour copier notre RBuff dans notre kernel buffer. Voilà, voilà. Maintenant, je vais un peu switch et je vais parler... Donc ça, c'est une partie qui est vraiment... je vais parler plutôt des protections en kernel land. Donc les protections en kernel land, il y en a beaucoup. Je vais revenir sur les principales, on va dire, et je vais y revenir assez rapidement. On a notamment le SMAP. Alors le SMAP, c'est une protection qui fait que dans votre device, dans votre code, dans votre LKM, dans votre code en kernel land, vous n'allez pas pouvoir déréférencer des pointeurs qui viennent du userland. Enfin, c'est-à-dire des pointeurs qui pointent vers des données qui sont en userland. Donc ça fait que vous êtes obligé de passer à travers un copy user pour les déréférencer. Indirectement du coup. On a le SMAP. Le SMAP en fait, il te dit, bon, je sais que de base, donc là on peut revenir sur le schéma. De base, un code en userland n'a pas le droit, avec son CPL, avec son current privilege level, de jump dans un code en kernel land. Parce qu'en fait, les pages, et notamment son CPL, lui dit ah bah toi t'as un CPL à 3, c'est-à-dire qui correspond au CPL du user. Mais le kernel, les pages, elles sont mappées avec le bit superviseur qui n'est pas 7, du coup qui est à 0. Donc peut-être que j'ai une connerie. Mais étant donné qu'il est à 0, bah, ça va définir que ce soit une page en kernel land. Enfin, oui, une page en kernel land. Et du coup, il va lui dire bah non, t'as pas le droit. Mais le truc, c'est que non seulement il va lui dire non, t'as pas le droit, mais il va pas non plus pouvoir l'exécuter, ce qui paraît logique. Il va pas du tout pouvoir y accéder. Au contraire, un code en kernel land, s'il n'a pas le SMAP, il va pouvoir manipuler des données qui sont des pointeurs, des adresses qui sont en userland. Et du coup, théoriquement, étant donné qu'il a un CPL qui est plus privilégié que celui du userland, il pourrait directement jump dans une page en userland. C'est ce que prevent le SMAP. C'est-à-dire que quand on a un CPL égal à 0 qui essaie de jump dans une memory area qui a pas le bit superviseur qui a plutôt... Enfin, qui est pas une page en kernel land, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une page dont le bit superviseur est 7, je pense. Ouais. Et bah du coup, il va crash. Il va tout simplement crash. Peut-être que je dis une connerie, c'est-à-dire que peut-être que le bit superviseur, le fait qu'il soit 7 ou pas, je sais pas si ça veut dire que c'est un code en kernel land ou en userland. Donc à voir. Mais du coup, c'est l'idée. Donc le SMAP, ça lui dit juste un CPL privilégié n'a pas le droit de jump dans des pages qui le sont moins en fait. Donc ça pour le SMAP. Le KSLR en fait, c'est que votre... donc là, je peux faire un sudo sous. KSLR, c'est le Kernel Address Space Layer to Randomization. SF. Et ça va faire quoi? Ça va faire qu'en fait, votre kernel, c'est rien de plus qu'un ELF. C'est rien de plus qu'un ELF, c'est-à-dire que, en fait, donc VM Linux, c'est ce qu'on obtient en ayant extrait VM Linux, qui est présent dans chacun de vos kernels, je pense, de base, et qui, du coup, correspond, en fait, à votre kernel, mais, comment dire, paquet, en fait, qu'il va falloir, du coup, extraire, avec un script particulier.
et ça va donner votre VM Linux qui en fait clairement est un exécutable link esthétiquement. Du coup moi c'est du 64 bits, parce que mon kernel c'est du 64 bits. Mais du coup voilà. Ça fait que le KSLR, ça va randomiser en fait l'endroit où va se load votre kernel, votre VM Linux, au lancement, au boot en fait. Quand votre OS va se démarrer. Du coup c'est dans le même cadre que le dmesg restrict et le kptr restrict, enfin surtout le kptr restrict. C'est-à-dire que ça va... Si, vous pouvez plus manipuler des gadgets hardcodés par exemple, parce que du coup, ils sont le kernel est randomisé. Après on a aussi le KPTI, donc c'est Kernel Page Table Isolation. C'est une protection qui est de base pas vraiment faite pour contrer de l'exploit de kernel directement. En fait elle va faire que c'est pour limiter les leaks du kernel à partir du userland. Donc notamment pour du spectre, etc. Mais du coup, nous, théoriquement, ça ne devrait pas nous intéresser. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que quand le processus A, il veut basculer en kernel land avec une instruction privilégiée telle que syscall, une introduction, etc., il va pouvoir accéder à une partie du kernel grâce à son CR3. Donc là, si vous ne savez pas ce que c'est le CR3, c'est le troisième control register qui pointe vers la première structure de paging, page mapping level 4. Enfin, ça dépend si vous comptez que c'est la première ou la quatrième, etc. Bon. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que va y avoir un petit stub. Ce petit stub dans le CR3 du coup de votre process utilisateur, il va mapper enfin oui, ce CR3, il va mapper des structures de paging qui contiennent, ou plutôt ce CR3, il va pointer vers des structures de paging qui ont mappé seulement une petite partie du kernel. Ce petit stub qui va faire que il va parse les arguments qu'il a reçus, il va swap de CR3, et en changeant de CR3 en fait, il va prendre le CR3 du kernel, ce qui va lui... Et en fait le CR3 du kernel, qu'est-ce qu'il aura? Ça sera exactement le même CR3 que le CR3 d'utilisateur, enfin du process utilisateur qui a basculé en kernel land, à part que du coup toutes les pages associées à l'adresse space du process A, elles seront marquées avec le bit NX, not execute. Donc c'est à dire que on peut pas les exécuter en gros. Donc à chaque fois que tant que l'exécution aura dans CR3 l'adresse de ce CR3 du kernel, on pourra pas jump sur des pages du processeur. Parce que ce sont des pages qui sont pas privilégiées. Et ce que ça va faire aussi, c'est que ça va lui donner accès à tout le reste du kernel, donc ça va mapper tout le reste du kernel. Donc ça pose un double problème, c'est-à-dire que non seulement à partir du coup du process A, on pourra pas leak le kernel, bon, très bien. Mais non seulement quand on arrive à redirecteur IP en kernel land, on va pas pouvoir directement jump dans le process A, même si on a diminué son CPL, son current privilege level, je vous en avais parlé avant avec le SMAP, même si on a un CPL de l'utilisateur, quand on va essayer de jump dans le process A, il va nous dire bah non, ces pages elles sont marquées comme étant NX, parce que le CR3, lui, n'a pas été swap. Du coup, ça, faut bien y penser. Du coup, il y a aussi le mapping DDR. Donc là, je vous ai parlé de nilpointer dereference. Donc c'est clairement une protection contre les nilpointer dereference. C'est une variable qui peut être edit avec enfin, c'est une variable qui peut être edit. Hein, donc moi, je l'ai mise à 0 pour que la vulnérabilité soit exploitable. Mais de base, c'est mis à 4096. Donc c'est la taille d'une page. Hein. X1000. Ce qui nous donne, parce qu'en fait, ce que ça va faire, c'est que from userland, du coup, on va pas pouvoir mapper de données à l'adresse virtuelle des 0x0. Donc ça veut dire que quand le kernel, il va avoir une pointeur de référence et qu'il va essayer d'accéder à un pointeur nul, et ben le process A ne pourra pas mapper de données
à l'adresse 0x0. Et du coup, ça rend les pointers de référence inexploitables. Du coup, ça c'est assez simple. KPT restrict, c'est pour limiter les leaks quand on est simple utilisateur. Donc, quand on est simple utilisateur, en fait, quand on fait un cat/proc/callSims pour lui demander de nous montrer tous les kernel pointers qui correspondent au symbole du kernel, en fait, et ben en fait, tout sera nul. Parce que du coup, le kptr restrict est mis à 2. Donc c'est le niveau maximum. Mais parallèlement, ce qui est intéressant, c'est que même si le kptr restrict est mis à son niveau maximum, si j'ose dire, par contre lui il veut pas CTRL-C, mais en fait on peut toujours accéder à des leaks de pointeurs, notamment via la commande dmessage, qui, si elle est accessible à un simple utilisateur, peut notamment mener à des leaks de kernel pointers. Donc kernel pointers, par là j'entends soit des... Enfin du coup oui, forcément des symboles, mais soit des fonctions exécutables de votre kernel, soit des structures intéressantes, etc. Donc ils sont tous les deux assez critiques. Donc là je vais essayer de CTRL-C. Si on arrive à avoir des messages, on peut avoir certains leaks. Du coup il y a aussi un dmessage restrict qui permet de faire que un utilisateur n'a pas le droit de lancer des messages. Par contre forcément j'ai été franchement idiot de lancer le cat en entier. J'aurais dû grab juste sur un truc. Bon. Et du coup ça fait que quand sur la kptr restrict il est pas 7, on peut avoir autant de leaks qu'on veut. Mais oui, du coup, même en ayant le kptr restrict 7 au maximum, on peut toujours accéder, par exemple si on fait un locate system.map, on a toujours accès aux symboles du kernel qui sont de base inclus dans Debian par exemple. Si on grep par exemple sur des fonctions intéressantes comme... pourquoi j'ai grep comme par exemple prepare kernel cred. Prepare kernel cred. Ouais, en effet, j'ai fait une erreur. Si on grep prepare kernel cred, on voit qu'on a bien l'adresse. Et si on grep dans notre... bien sûr en sudo parce que sinon il nous mettra un. Si on grep en route dans /proc /callSims, on voit qu'on a les mêmes adresses, tout simplement parce que la SLR est désactivée. Donc, parce que dans ma CMD line, j'ai un OK SLR et nosmap. Nosmap parce que sinon j'aurais pas pu faire ma copie en RAW directement. Et que de toute façon, ça aurait pas été possible. Et du coup, OK SLR parce que mon exploit, j'ai envie qu'à chaque reboot, il soit par op soit valide. Du coup, voilà, j'ai un peu expliqué toutes les protections ici. Pourquoi est-ce qu'on exploite une pointer des références et pas une buffer overflow directement? Parce que là, une pointer des références va mener à un schéma d'attaque de buffer overflow. Et du coup, les deux, enfin, ça me permet de faire d'une pierre deux coups un peu. Du coup, je trouvais ça intéressant. Du coup, maintenant, le schéma d'attaque, ça va être lequel? Étant donné qu'on part du principe qu'on a SMAP et KPTI, on va devoir ROP. Donc c'est-à-dire ROP, c'est trouver des gadgets en fait dans notre kernel, notre VM Linux, hein, j'en ai parlé, pour pouvoir faire un call à prepare kernel cred de 0 et après faire un commit cred de la structure cred qui va être retournée. Donc là je vais vous expliquer un peu. En fait, donc là normalement si vous avez fait un peu de kernel, peut-être que vous êtes jamais penché sur la chose, mais prepare kernel cred en fait va retourner une structure cred. Ça prend en argument un pointeur à une structure struct, donc potentiellement d'un process. Et ce que ça fait, c'est qu'en fait, quand on lui donne 0, donc il check si le pointeur il existe, enfin il contient quelque chose quoi. Et du coup, si on lui donne 0, le pointeur il va être, il va être égal à nul. Du coup, il va pas exister. Du coup, le else va être pris. Il va faire un get cred de init cred. Et en fait, init cred, c'est une struct cred. Et une struct cred, c'est tout simplement ceci. Et donc c'est tout simplement init cred en fait. Et du coup, ça nous fait que de base, init cred, il est foutu à root.
il a full droit. Et ayant full droit, c'est cool parce que ça veut dire que quand on donne 0 à notre prepare canal cred, il va nous return une struct cred qui est tout simplement full droit. Donc ça c'est cool, ça c'est très cool. Et ça va nous permettre en fait, comment dire, de rapidement, avec une rope chain, de faire un pop RDI, de faire ce call à prepare canal cred, et d'après call commit creds pour commit cette structure cred pour notre process en fait. Pour notre process tout simplement. Donc ça, il va le faire notamment avec le current, exontask struct, etc. Bon, maintenant, il nous reste deux choses à trouver. C'est notamment comment trouver nos gadgets. Comment trouver nos gadgets. Et du coup, pour ça, on va notamment utiliser vMinux. On va utiliser GrobGadget. GrobGadget, développé par Jonathan Saloen. C'est un tool assez cool pour chercher des gadgets dans des binaires. Donc là, on a juste besoin de donner vMinux, de l'écrire là où on veut. Moi perso, je l'ai écrit dans kgadget 10. Ce que je vous conseille, c'est de lui dire de ne pas prendre les jobs parce que c'est pas forcément hyper utile. Bon, personnellement, moi j'ai tout pris comme gadget. Et ça va nous permettre de rechercher notre premier gadget. Donc, typiquement, ce qu'on a besoin, donc là j'ai marqué red to kpt trampoline et red to user. Ce qu'on va faire du coup, c'est que on va faire une rope qui va faire un pop RDI. Donc, je vais marquer. Typiquement, ça fait un pop RDI. Mais en fait, c'est plus simple de faire. En fait, on veut qu'il fasse un commit creds de prepare kernel cred de RDI à 0. Et là, en fait, c'est RAX du coup. RDI sera. Du coup, le premier argument en 64 bits est mis dans RDI. Du coup, il faut que RDI contienne la valeur de retour de prepare kernel cred qui va être stocké dans RAX. Et du coup, en fait, ça va être un pointeur à une structure cred qui va être commit avec commit cred. Et il faut d'abord qu'il y ait ça. Donc, on a besoin là de deux gadgets particulièrement. Un pop RDI pour qu'il soit à 0. Après, on va jump sur prepare kernel cred. Après, il faut un move RAX RDI. Et après, on ira jump sur commit cred. Maintenant qu'on a vu ça, c'est vraiment pas la partie compliquée, c'est souvent ce qui est fait dans pas mal d'exploits de kernel. Ce qu'on va chercher à faire, c'est notre red to kpt trampoline et le red to user. Alors, un red to user basique, en fait, c'est juste trouver un iRedQ. Non, déjà, en fait, non, c'est pas ça. Trouver un swap.js qui va swap le JS du kernel land pour celui du userland. Faire un iRedQ qui va demander une frame particulière qu'on va foutre sur notre stack. Et cette frame, ça va être tout simplement, bon là je peux le marquer, l'IP sur lequel il va jump en userland, plus le CS qui va rétablir le code selector. Après, il faut les air flags. Il me faut bien sûr mes air flags. Et une fois qu'on a les air flags, il faut le stack pointer, donc le SP et le SS, et le stack selector. Une fois qu'on... Enfin, du coup, bien sûr, ce sera forcément des unsigned long. Hein. Notre instruction pointer sur lequel il va jump après avoir redescendu Enfin, augmenter le CPL, c'est-à-dire passer d'un CPL privilégié à un CPL de simple user. Et du coup, après, il va jump à cette adresse, potentiellement dans notre petit processus. Il va rétablir le code selector, rétablir l'air flag qu'il avait changé quand il était en kernel land, rétablir le stack pointer qu'il avait changé aussi quand il était en kernel land, et rétablir avec ceci le stack selector. Donc ça, c'est quand on veut faire un bypass map normal. Le problème, c'est que nous, on a le KPT qui nous embête et qui est présent sur beaucoup de systèmes modernes,
qui va en fait faire que ça ne marchera pas pour les raisons que j'ai expliquées au début. Du coup, ce qu'on est obligé de trouver, c'est un mauve de CR3. Enfin, on a besoin de changer en fait le CR3 pour retrouver le CR3 de l'utilisateur en fait. Enfin, du process appelant. On va dire ça comme ça. La relation est la suivante en fait. Ce qui fait, tout simplement. Donc là, on va ouvrir IDA. Espérons qu'il ne va pas crash. Ouais, voilà. On peut même partir en GraphView. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que la relation est la suivante. Il fait tout simplement, quand il arrive en Kernel Land, il a changé le CR3 en simplement lui enlevant ce nibble là. Donc en fait, je pense que ce qu'il a fait seulement, c'est qu'il a fait un XOR, donc un XOR de RDI qui contenait le CR3, donc en fait, XOR de CR3 avec ceci. Tout simplement. Ce qui a fait que... Moi, je pense que c'est pas trop possible, je pense qu'il est passé par un registre intermédiaire pour l'écrire. Il a fait à peu près ce qu'on voit ici. Donc là, on est dans la fonction SobJS restore regs and return to the user mode, qui est souvent utilisée dans les bypass KPTI, mais pas de la manière dont je vais le faire maintenant. En fait, ce qu'ils disent souvent, c'est que ils jump ici, et ils te disent, bah, t'as juste à donner la structure, la frame pour IRETQ, et ça fera le taf tout seul. Donc typiquement, ce que ça fait, c'est que ça va changer de stack pointer pour mettre le stack pointer... comment dire, un stack pointer mappé par le CR3 qu'on va rétablir. Il va push tous les arguments qu'on a donnés à travers la stack, toute la frame qu'on voulait donner à RedQ. Il va push RAX, il va jump ici. Et le problème, c'est que en jumpant ici, il fait deux pop, il fait un SobJS, native SobJS, et un native IRET. Et le grand problème, c'est qu'il ne touche absolument pas à CR3. Du coup, nous, ça crache, forcément. Donc, j'ai pas forcément trouvé le problème. Moi, ce que je me suis dit, du coup, c'est... Bah, jump ici. Fais un mauve de CR3 dans RDI. Fais un OR de ce masque avec RDI. Du coup, ça veut dire que quand il est arrivé en Kernel Land, il a fait un XOR. Donc, il a enlevé ce nibble ici de CR3 pour... donner le CR3 en Kernel Land, et du coup ça a donné le CR3 l'adresse physique de PML4 en Kernel Land. Ce qui est intéressant parce que ça veut dire que si on connaît le CR3 pour le user land, on le connaît aussi pour le Kernel Land. Ceci étant dit, du coup, oui. Ceci étant dit, ça fait que nous, en fait, on a juste besoin de... C'est ça, de le lire, de lui appliquer un masque et de l'écrire. Et ça va rétablir du coup le OR en fait, ça va lui ajouter 1000. Enfin 0x1000 plutôt. Lui ajoute 1000, lui ajouter 4096. Et du coup ça va rétablir le CR3 qu'on avait en userland. Et ça veut dire que toutes nos pages de userland ont le butnx qui saute. Et ça veut dire qu'à partir de là, on peut faire notre add to user calmement. Donc là il le réécrit. Et là où il faut faire attention, c'est que nous, si on commence à jump ici, on aura un stack pointer qui restera celui avec lequel on a fait notre hop de base. Et ce stack pointer là, il n'est pas mappé par le CR3 qu'on vient de rétablir. Du coup, il faut faire en sorte de trouver un gadget qui nous permet de pivoter et de changer de stack entre temps. Bref, ça c'est un autre problème. Du coup là, on rétablit le CR3. On a nos deux pops, donc pour rétablir RX et RDI, et on a notre SobJS et notre IRET. Du coup, on a besoin tout simplement d'avoir sur notre stack de valeurs random pour RX et RDI. Le SobJS, on a besoin de rien, et le IRET, on a besoin de notre frame particulière. Donc, autre chose, il y a la fonction saveState que j'ai pas dev, hein, c'est trouvé sur GitHub. C'est une assembly de base, hein, c'est rien de fou. Égal pour l'output, R pour registre. Et ce
que j'ai fait, c'est que du coup, il y a pas mal de variables ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va call save state au début. Bon, enfin, on collera au bout d'un moment, on va dire ça comme ça. Et il va push toutes les valeurs qui sont cohérentes pour un process, pour notre fonction plutôt getRoot, pour le read2user dans getRoot. Parce que du coup, le principe, je le rappelle, je sais pas si je l'ai dit, c'est de faire un read2user dans notre process dans une fonction qui nous permettra d'exécuter binsh. Donc là, pour le coup, c'est getRoot qui fait un binsh et qui après fait un exit. Du coup, voilà, on a nos 4 variables qui vont être save, notamment le segpointer, les rflags. Donc là, en fait, c'est ce qui fait qu'il push tous les flags et les pop après dans cette petite variable, l'interstack selector, code selector, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à build la ROP et après on se mettra assez bien. Là, je pense que j'ai assez expliqué. Donc là, j'ai expliqué ce qu'on allait faire basiquement. Pour l'instant, je l'ai pas encore. J'ai même pas encore trigger la vue, mais c'était assez obvious quand on a lu le source. Ce que je peux faire, c'est essayer dans un premier temps déjà de savoir à partir de quel offset RIP il crash finalement. Donc pour ça, rien de tel que sortir obj dump. Hein. Donc on va faire history grep obj. Là, du coup, on a un code d'assemblée de la device qu'on a load en kernel land, hein, qu'on a registré en dual cam qu'on a registré en tant que device. On voit quoi? On voit 3 push et un sub. Ça nous a dit clairement que RIP il est en 3 x 8, 24, plus 0x10, 40. Plus 16 du coup 40. Ça fait que à partir de 41, on va overwrite RIP, donc on a besoin de 40 bytes de padding. C'est pour ça que on a tout simplement on va boucler déjà, pour commencer ce serait bien, on va boucler sur 0.28 plus un pointeur juste pour overwrite RIP. Same pour le malloc parce que du coup faut bien remplacer par quelque chose. C'est bien d'itérer mais il faut remplacer par quelque chose. Malloc on free, c'est bon. PLDP c'est plus simple d'avoir un ulong via directement la memory area qui va overwrite RIP. Comme ça on a juste à faire un PLDP à unsigned long de par exemple un joli pattern tel Zorix lit. Avec ce joli pattern, on peut notamment faire quoi? On peut tout simplement compiler. .c-opd. On compile, alors là ça va être un peu embêtant. Je vais pas faire un demusage, je vais faire 4/var /log /slog. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. Ce qu'on a, c'est que on a un unable to handle kernel pending request at lit. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que donc, je l'avais montré dans mon source. Mais en fait, ce que j'ai fait des prints pour lit pour un print key qui montrait à telle adresse, donc dans la stack de la fonction. De base, on a kbuff de i et ça va être écrit et va être écrit rbuff de i. Du coup, par exemple, là, vers la fin, à cette adresse, de base, on avait un FF, et etc. Donc là, on reconnaît le save de RIP. De base, on avait le save de RIP, donc qui est en 80, parce que ça montre que c'est la plaintext du kernel. De base, on avait un 80, et on va se retrouver avec un 337. Et on arrive bien à redirect RIP. Du coup, voilà. Je me suis pas attardé sur lui en fait.
J'aurais dû. En fait, le truc qu'on a fait, c'est juste que on a mappé à 0, mais ça, j'en ai parlé justement. Le but, du coup, c'est de mapper à l'adresse virtuelle 0x0. Donc, en spécifique, on veut vraiment le mapper à 0 et pas à une autre adresse virtuelle. Simplement parce on indique map fixed. On veut pas mapper le fichier, donc on met une mousse, et on veut pas, du coup, pas de value descripteur, du coup, on met -1 à l'offset 0, forcément. Et du coup, on a notre nul. Ah merde, mais je suis même pas dans le bon. De toute façon, c'est équivalent. Je suis même pas dans le bon. Non, mais du coup, c'est la même chose pour le map, voilà. Et du coup, à partir de ça, on craft une nouvelle structure à l'adresse virtuelle 0x0. Du coup, avec une length particulière qui permet, entre guillemets, de bypass le check qui avait été fait précédemment. Pareil pour le RBF, voilà. Et on va send bien sûr la taille de WRStruct parce que de toute façon, ça reste toujours. La taille reste la même, ça reste 16 plus. Oui. 8 plus 8. Du coup, maintenant qu'on a ceci, on peut se dire un truc, c'est qu'on est capable d'aller plus loin et notamment de jump sur un gadget. Donc là, je vais un peu baisser le son. Voilà. Du coup, maintenant qu'on... Faut pas oublier d'édit la length à chaque fois. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais x8. Pareil là. Comme ça, on n'oublie pas d'édit quand on va compiler le nombre de pointeurs qu'on aura mis en plus. Du coup, là, ce qu'on va mettre à la place de ça, vous avez présenté Rob Gadget. Rob Gadget pour chercher les gadgets d'un binaire. Donc on fait un Rob Gadget de binary. On indique le binaire. Et on donne VM Linux. Et on redirige vers notre fichier. Moi j'ai redirigé dans gadget. Donc là je vais chercher dans mes kernel gadgets un gadget popRdirect. On indique le 2 points parce que on est sûr qu'il y a forcément un popRdirect. Du coup on veut que un popRdirect. Donc on veut grep là. On en trouve pas mal, mais on veut pas des retf de je sais pas quoi. On veut juste un popRdirect. Du coup, comme ceci. On veut pop quoi? On veut tout simplement pop. Unsigned long de 0x0. Une fois qu'on a pop ceci, on était du coup où? Là, on va devoir chercher l'adresse de prepare canal cred. Donc là, on se casse pas la tête, on va grep sur. De toute façon, en plus, il me semble que j'avais fait. Je l'avais fait. Bon, je l'avais fait, mais. Ah oui, non, mais c'est que. Bon. On a juste à grep. On peut le copier-coller même. Notre prepare kernel cred dans /proc/call sims. Pof, on a notre adresse. Donc on a juste à redirect RIP là-bas. N'oublie pas le 0x qui va bien. Là on peut l'enlever, c'est plus clair. Je peux faire mettre un cast en nulong. On a des petites valeurs, mais là. Du coup, maintenant qu'on a exécuté et quand on arrive ici, RIP maintenant, on aura dans RAX un pointeur vers la structure cred qu'on veut commit. Et le problème, c'est que le commit, il prend comme premier argument la structure, un pointeur vers la structure cred retourné par prepare kernel cred. Du coup, il va falloir trouver un mov RX RDI. Non, mais du coup, c'est pas là-dedans, c'est plutôt là-dedans.
ce qu'on va faire, c'est que c'est pas des gadgets qui courent les rues. Enfin, il y en a, hein, mais... Du coup, on va juste lui dire, trouve-moi juste des trucs qui finissent par ret. Ouais. Parce que sinon, il va nous foutre des jumps, on va pas aimer. Non, c'est plutôt l'inverse. C'est RX, non RDI. C'est la valeur de retour qu'on veut comme premier argument. Le truc le plus court, c'est lui. Après, sinon, on s'arrange avec ça. On setup nos registres de manière à ce qu'on s'arrange. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ceci. Mauvais RX RDI, c'est ce qu'on veut. Mauvais RX MBX, on s'en fiche. Pop RBX, ça par contre, c'est important. Donc comme ça, le pop RBX, il sera 0, on s'en fiche un peu. Mais la random, on peut le même mettre à lit. Il fait un OR sur RLX, mais RLX, on s'en fiche aussi. Et il va ret. Donc ça va être pop dans RBX, donc OSEF. Du coup, il va ret sur quoi? Il va ret sur commit cred. Ouais. Commit cred. Comme ceci. Et à partir de là, en fait, il va commit les credentials pour le process. Et ce qu'on a juste besoin de faire, c'est notre read to user de manière nice. Donc j'avais bien expliqué comment le read to user marchait. Là, on peut faire notre call à la fonction saveState qui va save dans nos variables les bons trucs. Et ce qu'on va faire maintenant aussi, c'est qu'on va penser à mmap autre chose. C'est unsigned long fake stack read to user. Oui, bon, là, c'est... Le nom est abusé, mais bon, sait-on jamais. Et ça va être quoi? Ça va être du 0x0. Map... plutôt prot. D'abord la projection. On veut qu'il soit en protread. En fait, on va setup notre nouvelle stack. Je vous en ai parlé, en fait, du fait que... Je peux même y revenir... Du fait qu'en fait, quand il va arriver ici, plutôt quand il va faire le mov RD CR3, il va rewrite le CR3, et rien qu'au pop là, en fait, il va se dire, bon, moi je vais lire les 8 octets qui sont sur mon stack pointer, donc le stack pointer qui est resté le même pendant toute la ROP, hein, donc qui est une kernel stack qui n'est pas en fait mappé par le CR3 du process utilisateur. Ce qui va en fait faire que il va cracher parce qu'il va dire mais attends, t'essaies de popper un truc, mais RSP il est pas mappé, donc c'est de déréférencer un pointeur qui n'est pas mappé. Et du coup ce qu'on va faire c'est que par contre, étant donné que c'est le CR3 d'utilisateur, on va mapper un endroit dans l'adresse space de l'utilisateur et on va l'utiliser comme stack. Du coup ça va demander d'avoir un gadget pour pivoter, pour edit RSP, mais ça se fait assez bien. Du coup là on est en train de build notre stack map private dans un offset 0. Une fois qu'on a ça, ce qu'on veut faire, c'est trouver un autre gadget, un mauvais RSP. On veut juste un mauvais RSP. Donc quelque chose qui écrive juste dans RSP, que ce soit une valeur en dur ou... On a un mauve RX RSP pusher 12, mais on a mieux, on a ceci. Parce qu'en fait, le mauve RX RSP, ça demande déjà de push un truc pour le pusher 12. Oui, ça demande de pop l'adresse vers laquelle on veut ret dans R12, parce que c'est un trampoline en fait, pusher 12 ret, parce qu'il faut afficher un peu. Et ça demande aussi de pop la bonne valeur dans RX, qui est un peu chiant. Donc que là, ce gadget là, P2P, il est très cool, simplement parce qu'en fait, un mauve keyword PTR RSP,
ça prend juste la valeur sur la stack, et ça remplace par RSP. Enfin, ça remplace RSP par la valeur qui est juste sur la stack. Et comme valeur sur la stack, on a juste à mettre notre petit fStack read to user. Après, on a un pop RBP, mais il faut faire attention. Le pop RBP, il n'est pas sur PLDP. Il est sur fStack, simplement. Parce que du coup, le RSP, le stack pointer a changé. Du coup, on lui met pareil qu'à l'autre, lit, parce qu'il faut être lit. Et il va finalement ret. Donc là, c'est pour le pop RBP. Hein. Il va ret sur quoi? Il va ret sur le truc qu'on avait vu dans IDA, c'est-à-dire ici. Et ici, on a tout de parfait, simplement parce que fStack, on a juste à jump dessus. Il va edit CR3 à notre place. On a juste à lui donner deux valeurs random pour le popRx et popRd. Bon, j'en avais déjà un peu parlé. Et là, on va setup une custom stack, la frame de retour pour le REDQ. Donc il va exécuter le changement de CR3 du kernel jusqu'au user, les deux pops qui ne sont pas intéressants, le swap.js, et maintenant le iRedQ, et le iRedQ demande une stack, une frame particulière sur la stack. Donc j'en avais déjà parlé avant. Les function pointers qu'on veut rétablir en... Donc où est-ce qu'on veut qu'il jump en userland, c'est agetRoot. Son stack pointer, donc là je fais un copier-coller carrément. On veut que son code segment ça soit CS. On veut que ses rflags ça soit rflags. On veut que son RSP, son stack pointer établi qu'on avait save dans le save state soit RSP, et que son stack selector ça soit SS. Maintenant, chose qu'on faut pas oublier de faire, c'est combien on a de pointeurs finalement dans notre PLDP. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a 8. Du coup, le x8, c'est 8. Et du coup, à partir de là, on peut revenir dans vue 1, faire un gcc.c-o pld. On voit pas mal de problèmes. Ça, ok. Too few arguments. Ah oui, bah forcément, j'ai pas donné la taille. La taille, on veut qu'il... Bon, allez, 0x1000, c'est pas mal. Taille d'une page. Donc là, quelques warnings, rien d'affolant. Et là, on voit quoi? On voit qu'on est root, on voit qu'il nous a drop un chèque. Donc étant donné qu'on est bon seigneur, on va cppld en slash home. Non, en fait, on va faire mieux. Je vais cp youtube.c slash home nasm document. Je vais exit ls youtube.c gcc youtube. En fait, je vais le compiler. PLD. Je vais le compiler en mettant un truc plus hacker. Je vais faire un truc. Enjoy. Ouais. Your shell. Voilà, je me sens vraiment pirate. Alors, du coup, on compile. Ça va, on s'en fiche un peu. Ah oui, c'est normal, il a pas été CP. Je suis très intelligent. Bon, c'est pas grave. On fait un ID, on fait un cat slash flag. Flag kernel exploit is fun. Bonne anniv @
alors que c'est plus en anniv, c'était hier. Du coup, voilà. On a réussi à faire un exploit de kernel bypass KPTI SMAP. Vraiment, c'est des protections qui sont faciles à bypass. Juste pour le KPTI, c'était pas super documenté. Du coup, j'espère que ça a aidé des gens. Sinon, moi, ça me donne vraiment envie de continuer l'exploit de kernel. Et du coup, je pense que je ferai d'autres vidéos sur d'autres vues un peu plus, comment dire, un peu moins basiques qu'une pointer de référence et une buffer overflow, quoi. Du coup, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord si vous avez des questions. Voilà. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!